Welcome to the Adaptation Dialogue. Bienvenue au dialogue sur l'adaptation en Afrique. Donc, construire sur Glasgow pour co-créer des solutions pour la COP27. C'est le troisième dialogue sur le renforcement de la résilience climatique des infrastructures en Afrique. Ce dialogue est interprété vers le français. En bas de votre écran Zoom, vous trouverez un icône avec une map monde. Si vous cliquez dessus, vous pourrez choisir la langue de votre choix. Nous avons hâte d'entendre votre participation. Donc, posez vos questions dans la fonction questions et réponses ou utilisez la fonction chat pour vous présenter. Sans plus, je souhaite la bienvenue à Nitin Jain, responsable du Programme mondial pour les infrastructures et les solutions fondées sur la nature du GCA, donc du Centre mondial pour l'adaptation. Bonjour Créa, bonjour tout le monde. Je suis très heureux de vous rejoindre de Dakar, au Sénégal, et de vous accueillir à cette troisième série des dialogues sur l'adaptation en Afrique, accueillis par le Centre mondial pour l'adaptation et la présidence britannique du COP26. Je suis Nitin Jain et donc responsable du Programme mondial pour les infrastructures et les solutions fondées sur la nature au Centre mondial pour l'adaptation. Je suis le facilitateur aujourd'hui et nous allons parler de renforcer la résilience climatique des infrastructures en Afrique. Si on prend un pas en arrière, d'abord pour expliquer pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Le dernier rapport du GIEC nous dit que le monde aura réchauffé d'1,5 degré pour 2030. Malgré le fait que l'Afrique contribue peu à ces hausses, l'impact sera plus élevé en Afrique. Les conséquences de l'exposition à ces dangers auront des impacts très tangibles sur les économies, les personnes. Avant de rejoindre le GCA, je travaillais où il y avait certaines parties du pays où on voyait les impacts climatiques sur le pays, sur la pêche par exemple. Ces risques climatiques commencent à atteindre directement à ces communautés et les forces à se déplacer. Le GCA a été établi pour aider les pays à s'adapter à ces défis climatiques. En Afrique, les stratégies du GCA sont mises en œuvre par le plan d'accélération de l'adaptation en Afrique de 25 milliards de dollars, donc un plan très ambitieux qui a été lancé par notre président Patrick Van Coyen et la Banque africaine de développement au sommet sur l'adaptation l'année dernière. L'AAP a déjà mis en œuvre 1 milliard de dollars d'investissement dans 4 piliers de l'adaptation: la sécurité alimentaire, l'infrastructure résiliente, le financement climatique et l'emploi pour la jeunesse. En 2022, nous montons encore en force. Et dans ce contexte, en 2021, nous avons lancé notre rapport sur l'état et les tendances de l'adaptation en Afrique. Ce rapport a été présenté à Nairobi, au Kenya, et un message clé de ce rapport est que les investissements dans l'adaptation au changement climatique ne sauvent pas seulement des vies, mais ça a un sens économique aussi. Ces investissements, bien sûr, coûtent de l'argent, mais le prix de l'inaction est bien plus élevé que le prix de l'action. Cet aperçu est le fondement pour le programme d'adaptation, de l'accélération de l'adaptation en Afrique, où nous encourageons le secteur privé, le secteur public et la communauté internationale de développement à collaborer à travers des véhicules tels que le PAA pour accélérer les investissements dans l'infrastructure en Afrique. Une des choses clés que nous voulons explorer aujourd'hui, c'est comment nous pouvons nous assurer que les investissements dans les actifs d'infrastructures résilientes se transforment en meilleurs services. Ces services comprennent par exemple l'accès au marché pour les agriculteurs, l'accès aux énergies pour les entreprises et l'accès aux services de base pour les personnes. Donc, je vais m'arrêter là et me tourner vers mon panel d'experts distingués. Je suis très heureux et honoré de présenter le professeur Jim Hall, qui nous rejoint du Royaume-Uni, qui va nous fournir les remarques de cadrage. Et il a beaucoup d'expérience, bien sûr, dans ces domaines. Il est professeur de recherche à l'École de géographie et d'environnement à l'Université d'Oxford et un partenaire proche du Centre mondial pour l'adaptation. La docteure Monica Altamirano est spécialiste conseillère auprès du ministre néerlandais des infrastructures et de la gestion de l'eau. Donc,
et partenaire chez Now Partners. Nous sommes très heureux de l'accueillir ici pour nous parler de partenariat public-privé. Monsieur Richard Abel est le directeur général pour les investissements climatiques du groupe Macquarie International et il va nous parler du point de vue des investisseurs. Le Dr Linus Moffort est un responsable principal des affaires environnementales qui dirige le portefeuille des travaux sur l'énergie au Centre africain pour la politique climatique et à la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique. Il va nous parler des écarts que nous devons combler dans l'environnement propice pour financer l'adaptation. Finalement, nous avons M. Mohamed Bou, qui est responsable de la section climat, biodiversité et système alimentaire à la CJLU, qui représente 15 millions d'Africains. Nous ne voulons pas vous mettre trop la pression, mais votre voix sera très importante dans nos discussions aujourd'hui. Sur ce, je vais passer la parole au professeur Hall. Merci beaucoup, Nitin, et merci pour l'invitation de participer à ce dialogue important sur l'importance de l'infrastructure et de l'adaptation. Permettez-moi de commencer en soulignant certains faits peut-être évidents sur pourquoi l'infrastructure est si importante dans le contexte de l'adaptation au changement climatique. La première, c'est bien sûr que l'adaptation est exposée aux impacts des changements climatiques en vertu de où nous construisons les villes, nous bâtissons les villes, nos ports, nos réservoirs, et tout cela est dans des endroits où nous savons que l'impact du changement climatique va s'aggraver. Le deuxième point est que les décisions d'infrastructures, en particulier où nous plaçons les infrastructures, comment nous les concevons, comment nous les interconnectons, comprennent des vulnérabilités pendant des années à venir, parfois des décennies. Donc, les choix que nous faisons maintenant sur l'infrastructure sont absolument fondamentaux pour les risques climatiques auxquels nous serons confrontés à l'avenir. Et nulle part plus qu'en Afrique, où nous estimons qu'environ 70% des infrastructures en Afrique ne sont pas encore construites. Et donc, les choix cruciaux sont maintenant sur comment, où placer et comment construire nos infrastructures en Afrique. Et finalement, et permettez-moi de commencer à partager mon écran pour illustrer ceci, l'autre raison pour laquelle nous sommes tellement inquiets des infrastructures en relation au changement climatique est l'importance de l'infrastructure dans la livraison de services essentiels dont les populations ont besoin. Nitin a parlé du rapport sur l'État et les tendances en adaptation 2021. Elle a utilisé cette image qui est devant vous ici. Elle a été réalisée par mon équipe ici à Accra et elle illustre le rôle essentiel des infrastructures dans la contribution à l'atteinte des ODD, des services essentiels aux personnes, à l'économie et à l'environnement. Donc, l'infrastructure devrait être et est au sommet de l'ordre du jour. Les nouvelles très alarmantes dans ce rapport STA 21 est que si l'adaptation et l'atténuation n'est pas mise en place, sur laquelle nous travaillons à Glasgow et que nous allons rechercher également à Sharm el-Sheikh cette année, c'est l'échelle des impacts climatiques en Afrique qui sont anticipés. Il y a un besoin urgent de regarder l'échelle des investissements en infrastructure et de nous assurer que nous faisons les bons choix. La question, c'est que de faire des choix d'adaptation en infrastructure n'est pas évident. Nitin a parlé
de certains des bénéfices économiques qui peuvent découler de la réduction du risque climatique. Le rapport bénéfice-coût est certainement présent. Cependant, il est également très facile de gaspiller les finances à l'adaptation. Et donc, il est absolument crucial que les investissements soient bien ciblés, que nous commencions avec un système, une approche stratégique par système. Donc, quels sont les besoins de services d'infrastructure, quels sont les risques climatiques et comment adapter ces systèmes. Donc, Nitin a parlé du rapport sur l'infrastructure au Ghana, qui a été lancé la semaine dernière, qui a adopté ces systèmes par système, qui a pris en compte l'environnement bâti, l'environnement naturel et l'environnement institutionnel, a examiné quelles sont les menaces des risques climatiques, quelles sont les options d'adaptation et comment les prioriser en une stratégie qui devient finançable et comment les éléments de cette stratégie sont mis en équation avec les opportunités de financement. Donc, la première partie, c'est de comprendre les risques climatiques, de les identifier. Et il y a beaucoup d'opportunités ces jours-ci avec les cartographies haute résolution et les analyses de vraiment bien préciser où se situent les points chauds des risques climatiques et utiliser cela pour prioriser les actions d'adaptation. Et ensuite, de regarder chacune de ces actions d'adaptation en termes de qu'est-ce qui sera réalisé en termes d'investissement, d'infrastructures, quelle est leur exposition au risque climatique et quelles sont les opportunités à travers le placement, la réglementation, de construire des réseaux résilients et de comprendre également le rôle de la nature et des solutions fondées sur la nature. Comment nous pouvons donc rendre toutes ces choses plus résilientes à l'avenir. Et où l'étude au Ghana nous a menés, c'était vers une priorisation de 35 différentes interventions d'infrastructures possibles, très clairement synthétisées d'une manière qui a mené donc à la possibilité de financement. Nous avons mis donc en adéquation ces projets d'infrastructures résilientes avec une gamme de différentes sources de financement afin de créer un pipeline de projets finançables qui contribueraient également à une résilience des infrastructures. Ça, c'était au Ghana. Les types de techniques analytiques qui ont été développées au Ghana sont entièrement réplicables. C'est ce que nous faisons en route vers la COP27, c'est de fournir ce genre de capacité pour la priorisation d'infrastructures résilientes partout en Afrique. Et je vais m'en tenir là et donner la parole à mes collègues. Merci, Jim. Une des choses que j'ai entendues répéter à plusieurs reprises, c'était le besoin de prioriser. Et les raisons pour cela sont claires. Nous ne pouvons pas nous permettre de rendre tous les actifs résilients. Il nous faut prioriser quels actifs d'infrastructure, dans quels actifs nous investissons. C'est le point de départ. Pour cela, nous avons besoin de données, ça a besoin d'analyse, ça a besoin de planification et de la participation d'autres parties prenantes dans le processus. Donc, permettez-moi d'ouvrir la discussion pour nos intervenants parce que nous voulons penser à la question de comment est-ce que nous pouvons nous assurer que l'infrastructure résiliente est intégrée dans les décisions d'investissement. Donc, je vais commencer avec la docteure Altamirano. D'intégrer la résilience dans les infrastructures demande un leadership du secteur public, bien sûr, mais le secteur privé a également un rôle à jouer. Les partenariats publics-privés sont un mécanisme pour structurer ces partenariats, mais quel est le rôle du secteur privé? Est-ce qu'il y a un rôle pour les PPP pour la résilience des infrastructures et quels sont les avantages de tels instruments? Merci, Nitin. Merci pour cette question. Eh bien, je pense que certainement, il y a un rôle pour le secteur privé et j'aimerais utiliser l'image que
qu'un membre du secteur privé m'a donné lors du Forum mondial au week-end dernier. D'une certaine manière, le secteur privé, à cause des incitations qu'il a, c'est le moteur. En tant que secteur public, nous donnons une direction d'où nous voulons aller, mais nous donnons la direction, mais c'est le secteur privé qui est le moteur. Donc, si nous visualisons cela de cette manière, je pense qu'il faut nous demander comment est-ce que nous pouvons nous assurer que le moteur... Oui, bonjour, excusez-moi, j'ai eu un petit incident technique. Et comment ce moteur fonctionne bien. Donc, si nous regardons vers l'Afrique et le rapport qui vient d'être lancé, nous voyons 3 chiffres et j'aimerais parler de ces 3 chiffres. Le premier, c'est nous avons besoin de 331 milliards d'investissements dans la région pour l'adaptation. Pour le moment, il n'y en a que 30 milliards qui sont programmés et ce sont des ressources publiques. Dans beaucoup d'autres études, on attend que le secteur privé joue un rôle à hauteur de 75 à 85 % pour combler ces écarts d'investissement. Et si nous prenons en compte, si nous regardons l'Afrique, 90 % des emplois sont créés par le secteur privé. Donc, le rôle du secteur privé dans tous ces différents secteurs est crucial et nous le voyons à travers les chiffres. Donc, comment est-ce que nous les faisons investir dans la résilience et l'adaptation? Et c'est là où les partenariats publics-privés jouent un rôle crucial. Parce que, premièrement, ces contrats ont un cycle, une approche sur le cycle de vie entrée du contrat. Donc, on assure une continuité de la provision des services, comme l'a dit le professeur Hall. Et ensuite, c'est que la façon dont nous concevons ces partenariats, nous pouvons intégrer la résilience, mais ce n'est pas toujours simple et c'est ici que nous pensons qu'il est très important qu'il y ait une base de connaissances sur la conception de partenariats publics-privés dans tous ces pays, parce que nous avons besoin d'un environnement propice et un cadre réglementaire propice. Si je dois le dire clairement, comment est-ce que nous pouvons débuter? Eh bien, il nous faut un engagement beaucoup plus précoce du secteur privé parce qu'ils doivent participer au processus dès le début. Nous avons besoin d'une plus grande variété de contrats également. La plupart du temps, nous pensons que des modèles concessifs, de concession, mais il faut commencer avec des modèles qui nous permettent de planifier différents types de financement. Et il y a certainement des avantages, par exemple, l'exemple du Royaume-Uni, où vous avez des projets d'atténuation d'inondations et de crues avec des solutions basées sur la nature. Et c'est un projet sur 20 ans qui marche. Et donc, il y a des exemples, il faut en tirer des enseignements. Merci. Merci Nicolas. Je vais maintenant appeler Richard Abel dans le débat, participer au débat. Jim a souligné qu'il fallait il fallait calculer le risque systémique de ces réseaux d'infrastructures, mais les solutions ont besoin qu'on travaille au niveau des actifs. Donc, comme vous êtes un grand investisseur et gestionnaire de portefeuille, quelles sont les barrières que vous voyez pour garantir que l'investissement dans ces actifs sont résilients? Et surtout dans le contexte dont nous parlons, c'est-à-dire pour canaliser ces investissements, comment pouvons-nous gagner en passer à l'échelle pour ces investissements? Eh bien, écoutez, je crois que si on était plus conscient et de meilleures données sur la nature des risques qui sont engagés dans un environnement spécifique, ça devrait être une priorité pour souligner ces risques parce que ceux qui apportent du capital, quelqu'un doit payer pour ces améliorations d'infrastructures. Et alors, tandis que si la finance doit venir du secteur privé, en dernière analyse, il faut qu'il y ait une rémunération correspondante, soit par les autorités publiques, soit par les consommateurs qui
paient pour l'usage de l'infrastructure, des bâtiments ou des installations sur à long terme, un partenariat privé-public d'une certaine manière ou alors un modèle fondé sur les actifs, par exemple pour le pétrole avec une réglementation à long terme. Donc, quelqu'un doit payer de toute façon, donc il vaut mieux prioriser, donner la priorité et garantir la meilleure protection pour les risques clés et en différents endroits. Donc, en Finlande, par exemple, nous possédons un réseau d'électricité bien étendu dont l'adaptation, le risque au changement climatique sont plus vite quand il y a des tempêtes qui vont couper des lignes à haute tension. Donc, il y a beaucoup de programmes pour mettre en sous-sol, en souterrain, toutes ces lignes qui sont chères pour ce qui est la production et la distribution d'électricité. Mais ça a été prévu et permis par le régulateur. Donc, ça réduit les frais généraux parce que c'est des programmes qui sont répliqués et tout est compris dedans. Donc, les autorités publiques et il va y avoir un consentement plus large et on gagne à l'échelle. Donc, pour généraliser cette chose, les défis, alors que les défis en Afrique pour les investisseurs privés, il n'y a pas assez de projets d'infrastructure dans lesquels investir. Donc, même si on sait qu'on comprend bien quelles sont les limitations fiscales, mais que les gens voudraient progresser, investir plus, mais il faudrait qu'il y ait un soutien de la communauté internationale et donc ça pourrait inclure même les communes sur le niveau local, mais il y a un manque de réplication des projets. Donc, il faut engager les avocats, les banquiers, les responsables du développement et les investissements, les gestionnaires de fonds pour qu'ils s'engagent vraiment et qui travaillent dur là-dessus. Donc, en Afrique, les programmes d'atténuation ou d'énergie renouvelable sont plus développés que ceux d'adaptation, puisque ce sont les seuls exemples de programmes qui sont répliqués, par exemple dans les énergies renouvelables en Afrique, et qui attirent le capital et les investissements dans le secteur primaire, justement parce que ils sont transformables à l'échelle, compréhensibles, réplicables. Et donc, les investisseurs vont s'engager dans parce qu'il ne s'agit pas de projets uniques, parce que c'est des projets qui vont prendre 3 à 4 ans avant que les choses commencent à bouger. Donc, d'un point de vue d'investisseur, je crois qu'on peut l'étendre aux données et pour que tout le monde, quand on commence à faire des investissements d'infrastructure, et donc il faut commencer par ces données et cette histoire d'échelle. Donc, merci, Richard, très intéressant. Effectivement, la vue de l'intérieur. On entend constamment qu'il y a un besoin de l'élément du partenariat dans PPP, ce partenariat privé-public. On peut pas, les deux partenaires ont besoin l'un de l'autre, c'est pas possible sans cela. Docteur Linus Mofford, sur ce point-là, peut-être je m'adresse à vous. Pourquoi cet élan pour les investissements PPP sont critiques, clés? Est-ce qu'il y a d'autres aspects qui empêchent cette infrastructure résiliente de se mettre en place? À partir de votre expérience, quelles sont les solutions qui pourraient aider à conduire à arriver à un environnement propice qui va faciliter ces investissements pour remporter les défis qui affligent, comme l'a dit M. Richard Abel, les investissements dans ce domaine généralement. Merci beaucoup au CMA pour nous avoir invités à ce débat très important et très intéressant sur la résilience, le financement de la résilience en Afrique. Comme mes collègues l'ont mentionné avant moi et que Richard vient de le dire, il n'y a pas assez d'investissement en infrastructure, mais les lacunes sont tellement grandes pourtant. Bon, donc il y a un défi, c'est à la fin un défi une opportunité. Le défi, c'est comment avoir un investissement favorable pour pouvoir combler le déficit d'infrastructure suffisamment tôt. Et c'est une opportunité parce que dans le sens, en partant de très bas, on peut faire les choses bien et d'une manière où l'infrastructure est résiliente dès le départ. Alors que dans d'autres endroits, il faut restaurer ou réhabiliter une infrastructure existante pour qu'elle devienne résiliente. Et donc, quand on procède de la sorte, quand on a la possibilité de le faire, dans cette interprétation de la résilience dans ces environnements,
Et ça n'arrive pas parce qu'il y a un côté où les investissements qui ont l'argent prennent peur qu'il y aura un changement climatique, qu'il y aura trop d'argent à investir dans le projet d'infrastructure et que ça peut être des actifs isolés parce qu'ils ne sont pas résilients. Mais d'un autre côté, il y a la confiance que les infrastructures vont fonctionner et vont jouer leur rôle d'adaptation au changement climatique et vont aider l'Afrique à cumuler leurs lacunes, donc à réduire leurs lacunes. Donc, il y a de l'espoir quand même pour réduire et la capacité de le faire. Il y a des données sur le continent pour ce faire. C'est la raison pour laquelle nous, à la Commission économique de l'ONU pour l'Afrique, à une banque mondiale et à la Banque de développement africain et aussi au CMA, nous défendons, nous avons créé un mécanisme pour le financement de l'infrastructure résiliente et nous soutenons au niveau projet la résilience dès la conception des projets pour pouvoir faire un plaidoyer pour ces projets de résilience contre le réchauffement climatique dans tout le continent et comment pouvoir partager nos pratiques, comment apprendre des projets de résilience et d'autres projets qui sont déjà en cours sur le continent. Donc, une fois de plus, professeur Hall, Abel, et que vous avez mentionné le besoin de données, etc. Nous avons une capacité de produire des données. Les données existent à tellement d'endroits différents. Nous pensons que nous pouvons rassembler les données qui sont disponibles dans tous les endroits afin de les rassembler et une fois que ces données, une fois à toute une seule place, à un seul endroit, nous allons pouvoir créer de la confiance vis-à-vis des données pour des projets en infrastructure, mais aussi en agriculture et pour combler les lacunes du continent. Et c'est quelque chose qui pourrait faire déclencher, débloquer les investissements. Donc, ce sont des points critiques. Donc, la capacité, le soutien au niveau projet, le partage des meilleures pratiques. Donc, une fois plus, il faut aller au-delà de ce que nous avons aujourd'hui, maintenant, pour que nous faisions arriver le changement. Merci beaucoup, Linus. C'est très intéressant à partir de votre argument que les données sont disséminées et je généraliserai ça aux données, aux connaissances et aux aptitudes, parce que l'adaptation concerne tous les secteurs, pas un seul. Donc, rassembler tout cela requiert de la collaboration et des partenariats, des PPP. Mais je voulais approfondir et descendre au niveau local. Les projets d'infrastructure sont grands et complexes, mais les services sont fournis au niveau local. Et donc, Monsieur Mohamed Nbou, quel est le rôle des gouvernements locaux en Afrique et pour faciliter les adaptations au réchauffement climatique à travers des infrastructures résilientes? Donc, merci beaucoup pour cette invitation. Donc, effectivement, je m'appelle Monsieur Nbou, donc je suis responsable des changements climatiques, biodiversité, système alimentaire. Lorsque vous avez évoqué effectivement la question de l'adaptation est un défi largement territorial, au fait. Et du coup, il place les collectivités locales au cœur de la mise en œuvre. Quoique ça fait 2 semaines, il y avait le Forum mondial de l'eau. Et là, je voudrais juste évoquer un point qui a été largement débattu parce que lorsqu'on parle de l'eau, on parle d'une thématique dont l'impact, 80% des impacts de l'eau relèvent de l'adaptation et qui fait que un exemple assez intéressant dans la mesure que lors du Forum mondial de l'eau, il a été évoqué que l'implication des collectivités locales constitue le seul garant pour que, effectivement, on puisse disposer des infrastructures résilientes. Lorsqu'on parle de résilience, ça veut dire qu'il y a une implication, de différents stakeholders au niveau local. En Afrique, comme vous le savez,
la problématique majeure dans la mise en œuvre des projets relève beaucoup plus du cadre de décentralisation qui est très faible. Parce que nous avons beaucoup plus opéré dans un cadre top-down. On a oublié que la réalité terrain constitue la pierre angulaire pour la mise en œuvre au fait des projets. Et lorsqu'on parle des projets, des infrastructures résilientes, aussi bien au niveau de l'eau, au niveau des routes et au niveau des différentes infrastructures de base, au niveau local, si la collectivité locale n'est pas impliquée, on est en train de mettre en place des projets hors sol. Parce que la collectivité, parce que l'ancrage opérationnel des différents projets repose sur l'implication directe de des collectivités locales. Effectivement, c'est-à-dire l'attractivité des territoires aussi au niveau local et l'attractivité des investisseurs repose également sur le positionnement des collectivités locales. Or, le positionnement des collectivités locales dans la structure financière des projets est relativement très faible et c'est pour cela que nous avons un gap à combler dans le cadre de la gouvernance multiniveau au niveau de l'Afrique pour que justement on puisse structurer davantage des projets résilients et des projets durables au fait au niveau local. Donc juste pour finir, je crois que la question de la mise en œuvre des projets au niveau local repose principalement sur la mise en place d'un environnement favorable à une gouvernance multiniveau, à une gouvernance où la prise en compte des défis et des enjeux des territoires puisse être intégrée d'une manière très claire. Et c'est ce que, au niveau du sujet de l'Afrique, nous sommes en train de faire des plaidoyers pour que justement les maires puisse être partie prenante dans la mise en œuvre des projets résilients, parce que le maire, il a 5 fonctions, il n'a pas 36. Donc, il a une fonction de gouverner, nourrir, mettre en place les infrastructures de base, maintenir les infrastructures et verdir la ville. Donc, c'est ça les 5 fonctions sur lesquelles le maire se déploie au niveau local. Donc, je vous remercie pour Thank you, sir. Merci. Merci. Des points très intéressants qui vont nous aider à former notre stratégie pour les actions menées au niveau local, pour la mise en œuvre de programmes en Afrique dans le cadre de nos programmes d'infrastructure. Vous avez clôturé avec un mot sur la nature et le verdissement. Donc, revenons vers Monica. Il y a de plus en plus d'éléments de preuve que les solutions fondées sur la nature sont une solution rentable pour l'adaptation. Et c'est un thème assez commun dans les questions que je pose. Malgré ces bénéfices, les investissements restent limités. Donc, de votre point de vue, quel est le rôle des solutions fondées sur la nature dans la construction d'infrastructures résilientes au climat? Et comment pouvons-nous faire monter en échelle les investissements? Merci, Nitin. Les partenariats sont un de mes chevaux de bataille et les solutions fondées sur la nature sont l'autre. Je tiens à commencer en nous rappelant des 3 risques principaux identifiés par le Forum économique mondial. Première, c'est de ne pas organiser des actions climatiques collectives. La biodiversité est une autre question très importante. Le terme « solution fondée sur la nature », on en a parlé, mais peut-être que c'est important de revenir et de nous rappeler de quoi il s'agit, parce que nous parlons en fait du besoin d'améliorer la santé des écosystèmes, qui sont comme des réseaux d'infrastructures critiques. Nous ne les voyons pas la plupart du temps, mais
après avoir lu votre rapport, nous voyons que 5 fois plus de personnes sont touchées par les sécheresses actuellement. Et si nous voyons les sécheresses hydrologiques, s'il ne pleut pas, ce n'est pas devenir forcément une sécheresse. C'est là où les écosystèmes peuvent jouer un rôle. Est-ce que nous pouvons utiliser les investissements dans les solutions basées sur la nature pour améliorer la santé de ces infrastructures qui peuvent devenir, nous protéger donc des variabilités climatiques? Il nous faut donc gérer ces systèmes. Une partie est vrai, il y a beaucoup de projets pilotes que nous essayons de mettre à échelle, mais nous voyons également au cours des 5 dernières années une augmentation du nombre de structures qui permettent ces investissements dans la biodiversité. Alors, ce qu'il manque, je pense que je me concentrerai sur 2 choses. Il nous manque des structures de gouvernance qui facilitent les investissements collectifs, par exemple au niveau des bassins versants ou des écosystèmes. Et l'autre, c'est une différente approche au financement mixte. Nous voyons déjà des exemples comme l'obligation rhinocéros de la Banque mondiale, par exemple, ou s'il y a plus de rhinocéros noirs en Afrique du Sud, les investisseurs en bénéficieront. Et d'autres exemples, comme au Brésil, où à travers des financements mixtes dans un plan à long terme, nous avons une chaîne de valeur entièrement nouvelle du cacao, par exemple, qui est soucieuse de la nature. Donc, il faut avoir plus de collaboration cohérente à l'international, au niveau national et localement. Comme Richard l'a dit, il faut avoir l'idée d'un pipeline de projets, pas d'investissement par-ci, par-là. Merci, merci. Et donc, pour revenir vers vous, Richard, nous avons entendu parler des opportunités d'où on peut faire des investissements, mais en tant qu'investisseur vous-même, comment est-ce que nous intégrons la résilience dans les investissements en infrastructure et peut-être avec un lien avec les solutions basées sur la nature? Bien, je pense que ce que Monica vient de nous dire là, le besoin d'un pipeline, il nous faut pour cela, il faut avoir des normes communes. Un bon exemple, c'est le standard H, qui devient de plus en plus connu en Afrique, développé par le FCI, et c'est une série de normes environnementales. Si nous revenons sur le thème de l'urbanisation et de commencer du fait qu'on commence à zéro avec les infrastructures en Afrique, ce n'est pas beaucoup plus coûteux de concevoir un bâtiment qui respecte les normes H. La conception des fenêtres, des espaces, des murs, etc., pour essayer de mitiger les extrêmes de température de manière efficace. Ça ne coûte pas beaucoup plus cher d'intégrer ça dès le début d'une construction. C'est beaucoup plus facile de rajouter ça par après. Donc, d'intégrer la résilience, ça fait du sens pour nous. Nous avons une plateforme au Kenya, par exemple, qui fait exactement cela. Nous cherchons à inciter les investisseurs à respecter et atteindre ces normes. Il faut que ces normes soient bien comprises, que les développeurs savent de quoi il s'agit. Un deuxième exemple serait les centrales solaires dans les zones arides, où nous investissons dans des nettoyages automatiques sans eau, en reconnaissant que le stress aquatique sera encore plus grave à l'avenir. On peut bien sûr les rajouter par après, mais c'est toujours mieux de les intégrer dès le départ. Ça fait un sens économique, mais c'est également une mesure d'adaptation parce que cette eau pourra être utilisée pour d'autres fonctions économiques et sociales. Si on regarde sur le cycle de vie de 25 ans d'une centrale solaire, par exemple. Et finalement, en ce qui concerne les solutions fondées sur la nature, à Macquarie, nous travaillons
parce que nos clients le demandent, nous cherchons à investir dans ces domaines, dans cet espace. Bien sûr, nous avons commencé à le faire avec notre portefeuille d'investissement et nous regardons ça d'une façon plus large et de trouver une manière de valoriser la biodiversité. Il y a certainement un appétit pour cela. Je suis assez optimiste que c'est un secteur qui verra une forte croissance. Excellent de savoir qu'il y a une demande parmi vos clients pour ces investissements. Donc, Linus, si on parle du financement de la résilience, une des manières dont nous pouvons faire atteindre l'argent dont nous avons besoin, c'est à travers la transition de l'atténuation. Donc, les projets d'atténuation doivent également être résilients. Et Richard a parlé de projets solaires, par exemple, et de solutions dans ce domaine. Mais dans votre expérience, quelles sont les étapes clés pour faire la transition des systèmes d'infrastructure vers une résilience en Afrique? Eh bien, oui, merci, Nathan. C'est très important. Richard a dit quelque chose de très important lorsqu'il a dit que quand on pense à la résilience, c'est qu'elle ne coûte pas beaucoup, surtout si on commence à zéro, parce qu'on peut construire à long terme. Et une des choses que la facilité d'investissement dans la résilience en Afrique est soutenue par plusieurs fonds de développement. Nous promouvons la notion d'une dividende de résilience. Donc, lorsqu'on commence à zéro et qu'on intègre la résilience, on a plus de garanties que vous aurez une dividende de cet investissement pendant plus longtemps parce qu'il est résilient. Donc, cela vous donne confiance pour investir dès le début. Mais commencer au début également, c'est une question de politique et de réglementation. Lorsque je travaillais au Royaume-Uni, nous avons beaucoup travaillé sur les risques d'incendie. Le gouvernement avait investi beaucoup d'argent pour produire une cartographie des risques d'inondation, et dans le cas de la construction de maisons, on ne pouvait pas construire dans certaines zones inondables. Mais si on le faisait, il fallait démontrer que le risque de crue était gérable. Et ça, c'est un bon point de départ. Il y a également d'autres manières à travers le SG où il y a beaucoup d'investissements. Des gens comme Richard, par exemple, qui diront qu'ils n'investiront que dans des mesures d'atténuation dans leurs projets. Mais alors, il y a également la question de dire que du point de vue de la perspective du secteur public, il faut également y avoir un recours pour s'assurer que la résilience est intégrée. Lorsque j'étais un étudiant, mon professeur, qui était un hydrologue, a été appelé comme témoin expert lorsqu'une femme revenait chez elle avec son petit ami et leur voiture avait dérapé sur l'autoroute et elle a poursuivi en justice son petit ami, les autorités locales et les responsables de l'entretien des routes. Elle a dit que son petit ami avait mal conduit, que les autorités avaient mal conçu la route et c'est pour ça qu'elle a été inondée et également que les autorités locales n'avaient pas fourni un éclairage suffisant et c'est pour ça qu'elle n'aurait pas eu l'accident autrement. Donc, c'est le genre de facteurs auxquels nous devons réfléchir pour nous assurer que les projets transitionnent vers une forme plus résiliente. Donc, il y a un cadre réglementaire, il y a des mécanismes de recours, il y a des mécanismes d'incitation pour les investisseurs, donc pour que les gens veulent investir dans ces projets, etc. Je pense que si on réunit tout cela et on revient au point de départ, lorsque nous faisons cela, nous avons une meilleure garantie d'un retour sur investissement. C'est un bon cadre, je pense, pour aller de l'avant, pour transitionner vers une infrastructure plus résiliente.
Merci, merci. Brièvement, je vois qu'il y a des questions dans la fonction chat. C'est juste pour vous signaler qu'il y a également une fonction QR, question-réponse, et nous poserons ces questions à nos panélistes dans quelques minutes. Donc, passons donc de nouveau à M. Nbou. Donc, la résilience des infrastructures étant souvent mise en lise dans une approche top-down, de haut en bas. Donc, pour revenir aux besoins de la représentation locale, du leadership local et des prises de décision locales et des données locales, bien sûr, que pouvons-nous faire pour travailler ensemble pour voir une transformation rapide dans les infrastructures résilientes au climat? Oui, en tout cas, merci beaucoup. Je m'excuse pour le caméra avec le Wi-Fi, il est faible. Donc je reviens un petit peu sur les solutions fondées sur la nature parce que ce sont des solutions qui de par leur conception, ont une connotation de conception du bas vers le haut. C'est une réalité. C'est une réalité des territoires. Et je crois que, de par notre expérience, par exemple, nous avons mené conjointement avec pas mal de villes sur des projets basés, fondés sur la nature et surtout dans le domaine de la mangrove, qui est qui est un patrimoine de biodiversité très important pour sa protection. Également dans le bassin du Congo, où nous avons travaillé avec beaucoup de communes sur la question de la foresterie, parce que là-bas, il faut pas oublier que la question de l'énergie et la forêt se croisent, et que l'expérience, par exemple, du Gabon, il est extrêmement intéressant dans la mesure que c'est le pays qui a permis de faire valoriser les services rendus par la forêt en mettant en vente les émissions de gaz à effet de serre qui sont générées par la forêt. Et cette enveloppe budgétaire, elle a été quand même mise à la disposition de la population pour qu'ils puissent faire des projets en matière de chauffage et en matière d'énergie plus résiliente. Donc, je crois que la question de la résilience est une question qui doit être prise, comme ça a été dit, par la base, c'est-à-dire l'implication de la population au départ, l'implication de la collectivité dès le départ permet d'intégrer d'une manière très en amont les données de base pour que le projet qui va être mis en place soit résilient et soit durable. Dans n'importe quel domaine, que ce soit le domaine de l'énergie, que ce soit les domaines de l'eau, que ce soit les domaines de transport, parce que la prise en compte des données de base dès le départ permet de renforcer la résilience. Sachant que, comme vous le savez, au niveau de l'Afrique, nous connaissons quand même une progression galopante de la population, une urbanisation aussi galopante. Alors, la maîtrise de tout ça permet quand même de mettre en place d'intégrer dans les projets, que ce soit dans le domaine de transport, que ce soit dans le domaine de l'énergie ou dans le domaine de l'eau, des données de base qui permettent de structurer davantage les projets et de les rendre plus résilients. Merci. Thank you very much. Again, go ahead. Merci beaucoup une fois de plus. Monsieur Nbou, d'accord. Oui, donc merci beaucoup une fois de plus pour beaucoup de belles idées. Maintenant, je vois toute une série de questions dans le
le clavardage et dans les questions et réponses. Donc, l'animateur, je vais sortir un petit peu et je vais parler un petit peu de mon rôle au CMA. Il y a certains arguments qui ont été présentés qui sont très ils vont nous aider à mettre en place nos stratégies et qui est le pilier dans 3AAP. Donc, on se centre sur travailler avec les parties intéressées locales et les gouvernements locaux pour guider les investisseurs, pour savoir quelles sont les adaptations, projets d'adaptation, et nous améliorons les aptitudes et nous allons élargir aux autres pays et au Ghana. En ce moment, on essaye d'attirer les investisseurs pour les projets qui sont nécessaires. Et au niveau des actifs, nous avons l'accélérateur de résilience infrastructure auquel j'ai fait référence plus tôt, avec un pipeline avec la FDB. Nous voulons vraiment apporter cet argument qui a été mentionné par plusieurs sur les données à partir de cette évaluation, cette quantification des risques et à partir de là, réaliser des investissements, proposer des choix d'options en atténuation, en adaptation. Mais au centre de tout cela, au centre du programme d'accélération d'adaptation en Afrique, le PAAA, et le besoin de partenariat qui a été souligné tout au cours du débat aujourd'hui. Laissez-moi demander un leader du programme d'accélération d'adaptation en Afrique, Samantha. Merci, Amanda Archimbach. Je suis une gérante senior du programme d'accélération d'adaptation en Afrique. Et donc, sur les sujets de 70% de l'infrastructure en Afrique qui doit être encore construite. Donc, bien sûr, il y a des lacunes et il n'y a que 10% est disponible. Donc, la Banque de développement africain qui travaille sur ce projet d'accélération de l'adaptation d'Afrique, pas seulement pour les infrastructures, mais également pour l'agriculture, pour essayer une numérisation de l'agriculture, innovation, sur l'automatisation des jeunes, sur l'entrepreneuriat et sur des initiatives en finance pour l'Afrique. Donc, le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'organisations présentes qui proposent des innovations, surtout sur ces différents sujets. Et les programmes d'activité qui sont en phase avec ces zones et nous voulons vous entendre. Donc, le CMA a lancé un appel à projet pour répondre et mettre en œuvre les activités sur ces différents piliers qui ont été cités. Donc, cet appel à projet est centré sur les ONG qui sont à l'œuvre et en Afrique, d'ores et déjà, pour utiliser des subventions pour mettre en place ces activités sur les zones concernées par l'accélération de l'adaptation en Afrique. Donc, fondamentalement, comment répondre à cela? Une fois de plus, si vous êtes membre d'une ONG enregistrée qui travaille déjà à l'œuvre en Afrique, nous aimons entendre parler de vous, nous aimerions que vous répondiez par une expression d'intérêt pour que vous soyez enregistrés, pour que nous puissions savoir de vos savoir-faire et sur quel pilier, effectivement, vous êtes intéressé. Mais il faut que vous soyez enregistrés et que vous travaillez déjà sur le terrain en Afrique. Mais c'est juste pour dire, c'est sur le site du CMA, du GCA, sur la page des partenariats. Donc, une fois de plus, nous vous entendons de ces organisations parce qu'il y a tellement qui font déjà du travail innovateur et intéressant. Donc, merci de l'opportunité d'avoir pu souligner ces options de partenariat. Merci, Amanda. Donc, juste, je garde un œil sur l'heure et je vais essayer de passer de l'un à l'autre et de passer des questions qui sont posées. Il y a des questions, c'est bien de voir l'engagement dans le clavardage. Une des questions qui a été posée, qui vient de Benjamin Possy sur les données dans le secteur agricole, où il dit que les infrastructures sur les données doivent devenir un facteur de résilience pour les petits exploitants. Donc, le défi va au-delà des données. Le défi, c'est dans l'infrastructure douce. Monica, vous aviez commencé à répondre à cet aspect plus tôt. Peut-être avez-vous quelques idées sur ce problème de l'infrastructure douce qui vient d'être mentionné dans le clavardage. Oui, merci beaucoup. Je crois que dans la recherche qui a été faite dans
pour l'investissement privé dans l'adaptation. Les données, comme on l'a dit, sont vraiment très importantes parce que le secteur privé, bien entendu, ils doivent être capables de vendre leurs projets d'investissement à leur hiérarchie. Et donc, ça manque encore de données qui pourraient déclencher une entreprise comme Danone ou autre à vendre le projet d'investissement. Donc, il faut que ce soit des facteurs techniques qui puissent... on a besoin de l'aspect financier également. Bien sûr, il y a des mécanismes de financement à la Banque du développement africain, mais sur des institutions en lien avec les gouvernements, et Richard en parlait. Je crois qu'il y a dans la dernière étape où il faut qu'on fasse encore un petit peu plus. Mais les données, bien sûr, vont être rassemblées au sein de ces mécanismes. Donc, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Merci. Donc, peut-être alors une question à Jim et à Richard, peut-être, de Élisée Azarov. Comment les mesures de priorisation pour les dommages aux actifs, comment les questions de statistiques, peut-être Jim après, et puis après, Richard, comment vous mesurez, vous gérez et surveillez les risques du point de vue des investisseurs? Oui, c'est une super question parce que on insiste sur la fixation de la priorité, mais c'est pas facile. En principe, pour fixer les priorités en adaptation, bien sûr, ils sont connus, ces principes, on les adapte pour pouvoir réduire, bien sûr, les risques, les impacts en fonction des changements climatiques qui vont avoir lieu dans le futur, mais tout choix d'adaptation inclut des coûts, bien sûr, dans le sens classique, un coût financier, un coût d'opportunité, un coût politique. Par conséquent, on pèse toute une série d'options pour donner les ranger, les classer en ordre de priorité. C'est pas très difficile pour toute une série de raisons. Bon, il y a plusieurs aspects sur lesquels on a des soucis. Donc, les dimensions économiques, les pics de changement climatique, mais aussi, par exemple, pandémies comme la COVID, des solutions basées sur la nature, fondées sur la nature ont déjà été citées, restauration d'écosystèmes, la capture de CO2, quel bénéfice pour la population, pour l'emploi, par exemple, les infrastructures. Donc, il faut évaluer ces facteurs et ce n'est pas facile pour cette évaluation parce qu'il y a tellement de degrés d'incertitude sur le futur. Donc, une partie de la fixation de priorité tourne autour donc de ces incertitudes entre ces options parce qu'il y a plusieurs scénarios possibles pour le futur. Ensuite, le dernier point qu'il faut voir, c'est la fixation de priorité n'est pas suffisante. Ça doit se traduire en termes financiers, en mise en œuvre et régulation de la part de gouvernements. Retour sur les coûts, le coût de la maintenance qui est très important pour garantir que les bénéfices vont être garantis dans le futur de ces initiatives. Richard, est-ce que vous avez des idées supplémentaires par rapport à ce qui vient d'être dit? En fait, la question qui a été posée, la santé et la sécurité pour les travailleurs, pour les usagers des infrastructures, ça vient en premier lieu parce que c'est une variable pour nous. Et c'est une manière de prévoir dans le futur ce qui va se passer. Au-delà de ça, je crois que pour des projets d'infrastructure, typiquement, ce qu'on va essayer d'éviter, c'est des interruptions de services ou dégradation des infrastructures. Donc, ça coûte peut-être plus cher de réaliser des adaptations. C'est très coûteux au niveau financier et pour un impact pour la communauté économique dans son ensemble. Donc, c'est plus cher. Donc, s'il y a des interruptions de service, c'est coûteux parce que si on ne peut plus s'adapter à l'adaptation. Donc, c'est là, dès la phase de la phase de conception, bien sûr, les inondations, par exemple, c'est un facteur important et ça peut faire élever tous les coûts. On l'inclut déjà, nous, dans un investissement qu'on a fait
tout ce qui est les câbles, il faudrait les enfouir beaucoup plus profond pour éviter, par exemple, pour résister au glissement de terrain, par exemple. Donc, des choses comme cela pour garantir que la performance sera au rendez-vous, comme c'est un peu ennuyeux, hein, comme travail de préparation. Et tout ne sera pas parfait, mais on essaie quand même déjà à l'avance de prévoir le plus de choses possible. Et généralement, c'est utile, et pas seulement d'un point de vue financier, mais aussi, mais ces deux choses sont liées. Merci. Merci, Richard. Vu que le temps passe, je posais une question de plus de la part de Julian Wright du FCDO, qui dit « Je suis très intéressé par quel type d'activité de la part des donateurs, comme par exemple ceux du Rayon Uni, pour la fourniture d'une infrastructure résilience et passer à l'échelle, où on en est jusqu'à présent. Linus, est-ce que vous avez peut-être des éléments de réponse là-dessus, ou alors Monsieur Nbou? Je crois que il peut y avoir des petits progrès, des progressions régulières par rapport à ce qu'on a fait aujourd'hui. Ce que je pense, c'est que il y a une manière structurée de procéder pour garantir que la résilience des infrastructures construites est garantie. Donc, politique publique, réglementation et donc des investissements motivés. Je crois que c'est extrêmement important. Mais une fois de plus, il y a dans le clavardage aussi quelque chose. J'ai mentionné l'initiative que nous avons lancée. Il y a un programme de formation qui est gratuit, qui a été ouvert. Je l'ai mis dans le chat au cas où les gens sont disposés à participer. Donc, une approche par partenariat pour former, pour travailler au niveau de la cause principale. Et je crois que la Banque de développement africain joue un rôle très important avec des mécanismes de préparation de projets. Je crois que c'est la manière que l'on peut... Et le Fonds vert pour le climat pourrait contribuer aussi, donc des mécanismes au sein d'infrastructures comme la Banque africaine de développement pour que la résilience est conçue dès le début dans les projets. Merci. OK, merci. Merci. Donc, on parle des facilités de préparation des projets, bien sûr, parce que c'est à ce moment-là qu'il faut concevoir les infrastructures dont nous avons besoin. Je vois des questions supplémentaires, y compris de Dominique et d'autres dans le chat, mais nous sommes vraiment à court de temps. Nous allons bien sûr suivre. Il y aura plus d'engagement avec les questions que vous avez posées, mais permettez-moi de remercier tout le monde pour nous avoir rejoints sur cet appel aujourd'hui. Très brièvement, pour récapituler ce que je pense, un des principes principaux dont nous avons parlé ici, c'est le besoin d'évaluer les risques climatiques pour les systèmes d'infrastructure et de services. Donc, prioriser ce dont les personnes ont besoin. Ensuite, à partir de là, planifier les investissements, ce qui comprend par exemple de la préparation des projets et ce que Jim a dit également sur la priorisation. C'est avec un message clé que nous ne pouvons pas nous permettre de tout rendre tout résilient, mais nous pouvons prioriser la résilience de manière plus efficace. Et puis enfin, le financement, parce que bien sûr, tous les plans n'apporteront pas de résilience si nous ne changeons rien sur le terrain. Et les finances, c'est ce qui permet de réaliser des changements sur le terrain. Donc, sur ce, je vais remercier nos intervenants aujourd'hui. Et si je peux parler de la part de nos experts ici, nous avons des experts qui parlent de ces questions et ils savent également que le public qui écoute a une très grande expertise. Donc, ce n'est pas un échange d'informations dans un seul sens. Nous espérons que ce dialogue aura facilité des conversations plus larges sur le changement climatique et l'adaptation. Du côté du Centre mondial pour l'adaptation, nous tenons à remercier le gouvernement britannique pour tout le soutien pour ces dialogues sur l'adaptation et pour le programme d'accélération d'adaptation en Afrique. Donc, sur ce, je vais clore le dialogue d'aujourd'hui et remercier tout le monde pour avoir participé.